Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai le goût de te jaser de positionnement parce que je réalise à quel point c'est l'ingrédient marketing qui va faire la plus grande distinction, la plus grande différence aussi, j'ai envie de dire, dans la vitesse de ta croissance, à quel point tu vas réussir à te démarquer, à te différencier, à faire une différence souvent dans une mare de gens, de concurrents qui vont sensiblement faire la même chose, porter le même genre de message. Comment tu peux travailler cette force-là pour attirer des clients qui sont réellement alignés avec tes valeurs, tes offres et qui va te permettre finalement d'avoir une étendue de possibilités beaucoup plus forte, beaucoup plus grande parce que tu vas avoir un message et un positionnement cohérent. Donc voilà, je t'explique tout ça dans cet épisode. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors, dans cet épisode, j'ai envie de te jaser de positionnement parce que c'est quelque chose de fondamental en marketing. C'est un sujet qui est étudié de fond en comble quand on étudie le marketing. Ça fait partie de quelque chose qui se réfléchit très en profondeur, qui s'infuse, qui s'ajuste en cours de route. Et souvent, je vois des entrepreneurs qui ne font pas ces réflexions-là après 2 ans, 5 ans, voire 10 ans d'entrepreneuriat. On évolue comme personne et notre marché évolue. Donc, le positionnement, peut-être que je te parle de ça puis t'es comme « je suis pas sûre de comprendre c'est quoi ce concept-là exactement ». En fait, c'est comme si tu prenais une carte, une map, et qu'il y avait l'ensemble de tes concurrents qui figuraient sur cette carte, dont toi. Mais c'est la petite pin, la géolocalisation de ton entreprise qui détermine tu te trouves où par rapport à tes concurrents et comment tu te positionnes face à eux dans cette industrie-là. Donc, tu auras compris que l'industrie, c'est la map. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de joueurs dans chacune des industries. Et donc, le positionnement, ça permet de se situer. Ça permet aussi de s'affirmer, en fait, comme étant une marque, comme étant une entreprise par rapport à l'ensemble des joueurs qui se trouvent dans notre marché. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on apprend quand on est solopreneur. On met peut-être pas autant d'efforts que ce que les grandes entreprises vont faire pour travailler en amont, en profondeur, leur positionnement. Et là, je te parle en fait de mon exemple à moi, pourtant une fille qui a étudié en marketing, pourtant une fille qui propose des services en marketing. J'ai quand même tombé dans ce piège-là de pas trop savoir, tu sais, exactement au départ comment je voulais me positionner. C'était très difficile et c'est surtout parce que je débutais dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça que souvent les jeunes entrepreneurs, tu sais, ceux qui sont récemment, en fait, plutôt entrepreneurs, vont avoir beaucoup de mal à avoir un positionnement très clair dès le jour 1. C'est un apprentissage qu'on fait et je n'y ai pas échappé. J'ai quand même, j'ai eu du mal, en fait, à trouver un peu quel genre de service je voulais offrir au départ et avec qui j'avais envie de travailler. Parce que je pense fondamentalement qu'il faut tester différentes choses pour s'assurer qu'on est vraiment en paix avec nos décisions et qu'on a vraiment compris avec qui on veut travailler, puis qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ça se fait en testant, selon moi. Et donc, j'avais un petit peu cette envie ou cette façon de voir que je pouvais aider un peu tout le monde, que j'avais aussi un profil très généraliste, que j'ai encore. Mon chapeau de stratège fait que je vais faire un grand tout cohérent avec plein de petites pièces de puzzle, plutôt que de me spécialiser dans une seule partie, justement, une seule pièce du puzzle. Et donc, j'attirais surtout au départ des gens qui savaient
en fait, qui arrivaient de tellement d'horizons différents. Tu sais, je me souviens, j'ai travaillé avec une cliente dans mes premiers contrats qui voulait refaire son site web. Alors, ah ben oui, moi, j'ai déjà fait ça dans mon ancien emploi, gérer des refontes, des projets web. Alors, je vais gérer ça pour toi. Je vais faire le pont avec la webmess, avec la designer web, puis je vais m'occuper de ça. Donc ça, je pouvais le faire. OK, ben oui, je vais faire des campagnes de pub Facebook. OK, oui, je vais faire du contenu pour Facebook. Donc, tu sais, tout ça, je connaissais, j'avais les skills, mais j'avais pas nécessairement réfléchi vraiment en profondeur comment je voulais me positionner, avec qui je voulais parler, avec qui je voulais travailler surtout. Donc, je pense que dans un marché aussi qui est très, très, j'aime pas dire saturé, hein, mais qui est très compétitif, où il y a beaucoup de joueurs, c'est vraiment important de rechercher la clarté, de travailler en profondeur son message, son positionnement. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cet épisode sur le sujet. Donc, je vais te parler de 5 erreurs de positionnement que tu peux peut-être faire actuellement, que tu ne le sais pas, tu n'es pas au courant, et ça peut te nuire dans ta croissance. Et je vais te parler en fait d'exemples concrets là, par rapport à comment on peut se sortir de ces erreurs-là. Donc, la première erreur, je viens de t'en glisser un mot, hein? De penser que tu peux aider tout le monde, c'est clairement une erreur. En fait, c'est que souvent, ça naît d'une peur de se fermer des portes. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était ça. J'ai commencé, je me suis lancée, j'avais un client steady. Et on s'entend, j'étais vite à la recherche de mon deuxième, troisième client pour pouvoir assurer des revenus. Donc, il y avait une peur de pas avoir assez de portes ouvertes aussi, donc de ne pas avoir assez de revenus qui rentrent et on veut comme rentabiliser rapidement notre temps. Donc, c'est ça qui fait qu'on tombe dans ce piège-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a de la misère à avoir un message qui est clair. Notre message devient très, très flou. Et en termes de prix, c'est très complexe à gérer quand on se positionne comme ça. Donc, c'est un peu une erreur qui va nous fatiguer aussi mentalement dans nos communications parce qu'on va avoir de la difficulté à savoir un peu comment parler de nos services, de nos offres. Tu sais, mettons, tu arrives dans un réseautage, puis c'est comme « Ouais, c'est ça, je fais du marketing, puis là, je peux t'aider dans plein d'affaires. » Puis, tu sais, donc les gens ne se souviennent jamais de toi quand tu as ce genre de message-là. Et tu essayes de l'adapter, dans le fond, à chacun de tes interlocuteurs, et c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Et je te dirais que l'antidote, la solution à ça, c'est vraiment d'approfondir ton client idéal. Je le sais, c'est une affaire, un exercice que tout le monde parle, tout le monde propose, mais c'est tellement important, en fait, de comprendre, en fait, qui est notre client cible, celui qu'on a envie de servir, quel genre de personnalité. Peut-être que c'est pas évident, justement, si tu débutes. Peut-être que tu as besoin, justement, d'avoir quelques clients pour définir un peu qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimerais, avec qui tu as envie vraiment de travailler. Mais une fois que ça devient un petit peu plus clair, il faut juste approfondir davantage au niveau de comprendre c'est quoi qu'il cherche, c'est quoi qu'il redoute, de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il veut éviter, puis qu'est-ce qu'il veut gagner. Donc, c'est toutes des questions que je te propose, en fait, de plonger là-dedans pour approfondir davantage ton client idéal. Et ça peut être aussi l'exercice inverse, d'identifier tes non-clients idéaux. Donc, qui tu veux pas servir, qui tu as envie de, entre guillemets, naturellement repousser. Donc, ça va amener beaucoup plus de clarté et ça va faire en sorte que tu vas comprendre vraiment qui tu veux servir et de ne pas tomber dans le piège d'avoir l'impression que tu peux aider tout le monde et que tu veux aider tout le monde parce que non, c'est peut-être juste la peur de ne pas avoir assez de revenus qui va t'amener dans ce piège-là. La deuxième erreur que je vais te parler, c'est, tantôt je te disais, un positionnement, ça se copie pas vraiment, mais il y en a qui essayent quand même de copier le positionnement des autres. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième erreur qui est parfois très, très visible. En fait, quand les entrepreneurs font ça, souvent, on dirait qu'on le remarque tout de suite, ou c'est peut-être mon œil marketing, tu me diras. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a une ligne fine entre inspiration et imitation. Hein? Si tu as une coach que tu admires dans son positionnement, dans ses messages, dans sa vision qu'elle a de l'entrepreneuriat, ça peut te propulser parce que c'est sûr qu'on engage des coachs qui nous inspirent, mais il ne faut pas que ça tombe dans l'imitation, dans le copier-coller, dans l'espèce d'adaptation. On le voit beaucoup, des fois, des entrepreneurs où, juste par leur contenu et la façon dont ils parlent, qu'ils communiquent, on est capable de savoir, voyons, qui les coach. Dans le fond, c'est qui leur coach
Pourquoi? Parce que c'est là où la ligne a été franchie entre l'inspiration et l'imitation. Et c'est plate, mais parce que ça dilue clairement ton unicité. Donc, ça devient plusieurs pâles copies d'un style ou d'un positionnement. Et c'est pas ça qu'on recherche, en fait. C'est pas la stratégie que je te recommande d'adopter. Là, je te parle de coach, mais il y a aussi ça qui se passe avec des entreprises de produits. C'est très commun de voir des entreprises qui vont essayer de copier, en guillemets, le positionnement de d'autres marques. Ce que ça fait, bien, clairement, ça va probablement nuire, en fait, à ta visibilité parce que, en fait, ça devient comme un doublon de quelque chose qui existe déjà. C'est moins intéressant. Donc, les gens sont moins attirés. Puis surtout, bien, ça attire pas nécessairement les bonnes personnes parce que la marque que tu tentes de copier ou l'entrepreneur que tu t'inspire un peu trop, ben c'est peut-être pas, disons, une entreprise qui va vouloir travailler avec les mêmes clients que toi, faire le même genre d'offres et de services. Donc, il faut faire attention à ça. Et la solution que je te propose, c'est de peut-être plus plonger et de trouver ça va être quoi ta voix authentique à toi. Donc, si tu n'étais pas influencé par ces entreprises-là, par cette coach-là, par cette industrie dans laquelle tu baignes, s'il n'y avait aucune once d'influence, qu'est-ce que tu ferais vraiment? Quel genre de message tu propulserais? Quel genre d'action tu mettrais de l'avant? Quel genre de clientèle cible tu voudrais rejoindre? Et donc, reviens à ta base, à toi. Reviens à ton histoire, ton parcours, tes références, ton style naturel. Qu'est-ce qui est sain pour toi? Et je trouve que ça devient tellement plus agréable de consommer du contenu d'entrepreneurs qui ont fait ce travail-là en profondeur et qui n'ont pas juste tenté de s'inspirer à gauche, à droite. En tout cas, pour moi, je vois une énorme différence. Je ne sais pas pour toi. La troisième erreur de positionnement, en fait, c'est d'avoir un message qui est trop vague ou encore trop complexe. Le message, c'est comme l'expression de ton positionnement. C'est la façon dont tu vas être capable de communiquer le positionnement. Donc, la petite pin que tu as sur la map, comment tu peux, en mots, décrire où elle se trouve, dans quelle sphère de cette carte-là. Donc, les signes que tu, peut-être, as ce message qui est trop vague-là ou trop complexe, bien clairement, c'est que tu vas parler beaucoup plus dans ton jargon à toi. Tes phrases vont être souvent formulées de façon plus floue, un petit peu trop vague, j'ai envie de te dire. Et tu as énormément de difficultés à expliquer ce que tu fais. Donc, tu sais, quand je te disais tantôt, tu te présentes dans un réseautage, on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis si là, tu as l'impression de t'engoncer, de t'enfoncer les pieds dans un sable mouvant parce que tu es comme « Oh mon Dieu, par quel bout je pogne ça? » Clairement, il y a peut-être de quoi travailler par rapport à ton message. Les conséquences d'avoir un message qui est trop vague ou trop complexe, bien, c'est que les gens ne te comprennent pas. Clairement, il y a une incompréhension de comment tu peux aider les autres et qui tu veux aider, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment de passage à l'action qui est encouragé ou du moins qui est influencé par ton message. Ça fait un petit peu bruit de criquet. Donc, on ne veut pas ça, clairement. Et la solution, je te dirais, c'est de travailler ton elevator pitch. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi, un pitch d'ascenseur. Donc, tu sais, si tu croises quelqu'un d'influent dans un ascenseur et que tu as 30 secondes pour expliquer dans une phrase simple quelle est la transformation et quelle est l'expertise que tu as et qu'est-ce que tu peux apporter aux gens, ben peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Puis ça, c'est extrêmement dur. Moi, je te partage, là, mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très challengeant parce que de choisir les bons mots, ça demande beaucoup de décision, de choix. Et pour moi, plus de choix égale un chaos mental. Fait que je te dirais que moi, c'est ça l'élément qui est le plus difficile pour moi à mettre en place. Mais d'avoir un pitch d'ascenseur, un elevator pitch qui va être aussi, tu sais, émotionnel, qui va en fait amener les gens à vivre peut-être une émotion, que ce soit un intérêt, de l'humour, que ce soit une connexion émotionnelle aussi. Il y a des gens qui ont des elevator pitch qui sont très émotifs aussi. Fait que si tu es capable de faire vivre des émotions, ben là, ça risque de beaucoup plus porter, en fait, comme message et d'avoir une connexion qui se fait tellement plus rapidement et naturellement. Donc, tu vois, je te donne un exemple d'elevator pitch que je pourrais avoir ou ma phrase, en fait, de positionnement pourrait être « J'aide les entrepreneurs de services à transformer leur chaos d'idées en une stratégie de contenu claire et alignée pour attirer des clients naturellement. »
Donc, c'est pas mal une phrase qui représente vraiment tout ce que je fais dans tous mes services, dans toutes mes formes de contenu. Donc, est-ce que toi, tu as une phrase comme ça que tu peux dire en réseautage et qui va faire en sorte que les gens vont comprendre exactement ce que tu fais? Ensuite, l'erreur numéro 4. Ne pas aligner ton positionnement avec tes valeurs. Ça vient parfois de l'erreur numéro 2, qui est de vouloir imiter ou copier le positionnement de quelqu'un d'autre. Ce qui arrive, c'est qu'on fait des plis. En fait, on pile un peu sur notre réelle essence. On fait des compromis. Parfois, on s'auto-censure. On ne dit pas tout. On ne le dit pas de la façon qui serait naturellement pour nous parce que c'est comme si on incarne un personnage qui est l'image qu'on veut projeter. Et ça, ce que ça fait, c'est que c'est épuisant. Et clairement, c'est incohérent parce que les gens qui vont te connaître ou peut-être même qui vont prendre un service avec toi vont bien se rendre compte là, qu'il y a une grande dichotomie entre l'image que tu projettes, comment tu veux être perçu, les messages que tu propulses et la réelle personne que tu es derrière ton écran sur Zoom en 1 à 1 ou même en personne. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un alignement profond entre ton positionnement et tes valeurs personnelles et qui tu es vraiment. Donc, ce que ça fait au niveau de tes ventes, bien, clairement, ça peut effriter le lien de confiance. Donc, ça peut mener à un manque de confiance et de clarté ressenti pour tes clients potentiels, de dire « Ah, tu sais, comme, il y a quelque chose qui sonne faux, il y a quelque chose qui a l'air comme incohérent et qui rend inconfortable. » En fait, l'incohérence amène l'inconfort, selon moi. Et la solution à ça, c'est de faire l'exercice de pilier de tes valeurs. C'est-à-dire que, bon, tu as sûrement déjà entendu plein de fois, là, des gens mentionner que c'était important de creuser plus en profondeur quelles sont tes valeurs personnelles, mais aussi tes valeurs d'entreprise. Parce que même si on est la même personne, la façon dont ces valeurs-là sont classifiées ou même l'existence de certaines valeurs vont pas être, disons, les mêmes pour ce qui est de tes valeurs personnelles versus ton entreprise. Je te donne un exemple. Est-ce que dans ton entreprise, si par exemple ta valeur numéro 1, c'est la liberté, est-ce que ton entreprise, elle, a pour valeur la liberté? Et comment cette valeur-là se traduit? Des fois, c'est pas possible, ou pas que c'est pas possible, mais des fois, c'est pas le cas. Donc, il peut y avoir des distinctions entre les deux. Donc, vraiment de peut-être faire l'exercice pour trouver, en fait, c'est quoi tes 3 à 5 valeurs qui sont non négociables dans ton entreprise et dans ta vie pour t'aider, en fait, à créer l'espèce de filtre décisionnel. Donc, une espèce d'arbre, si on veut, décisionnel de est-ce que le message que je propulse répond à telle valeur, telle valeur, telle valeur? Est-ce que tel service que je fais, est-ce que la clientèle cible que je veux rejoindre, elle aussi est en cohérence avec cette valeur-là? Donc, on revient vraiment au fondement, clairement, mais je pense que c'est un exercice qui est très éclairant pour connaître, en fait, de quelle façon notre positionnement peut nous servir autant personnellement que professionnellement dans nos valeurs profondes. Ensuite, l'erreur numéro 5, c'est d'avoir un positionnement qui est statique, c'est-à-dire qui n'a pas évolué depuis longtemps ou qui n'a jamais évolué et qui, pour vous, demeure la même chose, la meilleure chose à faire. Donc, pourquoi c'est important de faire évoluer aussi son positionnement puis de refaire l'exercice, d'approfondir? Bien, parce que clairement, toi, comme être humain, tu changes. Ton marché, il change. Tantôt, je te parlais de la map et de la pin. Bien, toi, comme pin, c'est très bizarre dit même, mais toi, comme épingle, on va dire ça, sur une map, bien, tu changes. Peut-être qu'au début, tu as commencé avec une pin rouge, puis là, tu es rendu que tu es une pin bleue. Bien, c'est niaiseux, mais les gens ne vont pas te trouver de la même façon. Et la map en elle-même a changé. Est-ce qu'elle a grossi? Est-ce qu'elle a rapetissé? Est-ce que les règles du jeu ont changé? Probablement que oui. Si ça fait plus longtemps que, tu sais, ça fait 2, 3, 4, 5 ans que tu es à ton affaire, que tu es en affaires, bien, clairement, la map, elle a changé. Donc, c'est important de le revoir de façon quand même régulière. Et les signes que tu as besoin d'un positionnement, en fait, d'une refonte, on va dire, de ton positionnement, d'une révision, d'une actualisation, j'aime mieux ce terme, une actualisation de ton positionnement, bien, c'est de un que tu ne te reconnais plus du tout dans les textes que tu rédiges, dans les messages que tu propulses. Des fois, ça arrive, là, tu sais, je vais lire quelque chose que j'ai écrit, puis je me dis, « Oh mon Dieu, tu sais, c'est quand je relis mes premiers posts sur Facebook, je fais comme « Oh là là, j'étais tellement pas à la même place. » J'avais moins d'assurance, tu vas me dire, mais aussi pas la même volonté de rejoindre les mêmes personnes. J'avais pas la même clarté sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je peux aider, comment je veux contribuer. Donc,
C'est le premier signe. Et le deuxième, ben, c'est que tu commences à attirer les mauvaises personnes. Donc, tu te rends compte que finalement, les gens avec qui tu as envie de travailler, ben, c'est pas eux qui prennent des appels découvertes. Fait que là, clairement, il y a quelque chose qui cloche au niveau de ton positionnement parce que ta pin sur la map est pas assez claire. Donc, les gens sont pas capables de savoir que, ah oui, c'est ça qu'elle fait. C'est ça que Mélanie a fait. Mélanie, elle aide tel type d'entrepreneur. Donc, si moi, ma responsabilité, c'est de communiquer sur où se trouve ma pin. Mais après ça, il y a aussi le positionnement qui est perçu par les autres. Et donc, comment les autres nous perçoivent comme entreprise, comme marque, va avoir beaucoup d'importance et c'est ça qu'on doit étudier pour ajuster notre positionnement, nos messages, etc. Et qu'est-ce qui arrive, en fait, quand on a un positionnement qui est statique puis qu'on ne s'occupe pas de revoir ça? Bien, c'est qu'à la longue, on va manquer des opportunités. Parce qu'on va accepter des opportunités qui sont peut-être moins intéressantes parce qu'on n'attire pas nécessairement les bonnes personnes et on n'aura peut-être pas les opportunités qu'on veut vraiment obtenir. Donc, clairement, on veut changer ça. Et qu'est-ce que je te propose comme antidote ou comme solution à cette erreur-là? Eh bien, un exercice pour revoir en profondeur ton positionnement. Est-ce que je te dirais qu'il faut faire ça à chaque année, à chaque 2 ans? Écoute, moi, j'aime bien revoir ça. J'ai envie de te dire à chaque année, puis des fois, même je le révise aussi aux 6 mois, juste pour voir. Tu sais, comme quand je fais mon bilan, que ce soit bilan mi-année ou bilan annuel en décembre, c'est le genre de truc que je me pose comme question. Qu'est-ce que j'ai eu? Quel genre de clients j'ai eu cette année? Est-ce que c'est des clientes qui me faisaient vibrer? Est-ce que c'est des clientes que j'avais l'impression d'être la bonne personne pour les aider? Est-ce que j'ai aimé aussi faire certaines offres? Et est-ce que dans mon marché, c'est quoi qui existe comme autre solution pour ma clientèle idéale? Tu sais, si je n'existe pas, elles vont se tourner vers quel autre type de solution? Vers quel genre d'offres, quel genre d'autres entrepreneurs qui font sensiblement le même genre d'offre que moi? Donc, c'est toujours des questions à se poser. Fait que j'ai envie de te dire, 6 mois, 1 an, 2 ans, là, ça commence à être vraiment très long pour ne pas approfondir puis questionner en profondeur. Fait que des questions rapides là, à te poser de façon peut-être fréquente, comme je te dis, bien, est-ce que ton message est encore aligné avec tes offres? Parce que des fois, tu propulses le même message, mais tes offres ont changé, ce qui amène automatiquement une incohérence. Et l'autre chose, c'est est-ce que ton client idéal a évolué? Est-ce que des choses qui, pour toi, maintenant, demeurent importantes d'avoir au sein de ta cliente idéale ou ton client idéal? Tu sais, que ce soit des valeurs, des croyances, que ce soit des besoins, des préoccupations. Tu sais, je pense à certaines personnes pour qui la clientèle idéale doit aujourd'hui avoir des valeurs X, Y, Z, genre des valeurs au niveau de l'environnement, au niveau social. Donc, est-ce que ça, pour toi, ça allait évoluer? Et si oui, bien, comment ton message et ton positionnement peuvent s'adapter pour faire en sorte que ça fasse écho aux bonnes personnes? Et l'autre question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que je me sens excitée par les messages que je propulse? Est-ce que je trouve ça hot? Est-ce que je trouve ça nice de dire cette phrase-là? Tu sais, tantôt, je te parlais de ton elevator pitch. Est-ce que tu es excitée de dire cette phrase-là? Est-ce que tu as l'impression que ça t'anime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui spark, tu sais, qui donne l'étincelle quand tu en parles et quand tu t'adresses aux bonnes personnes? C'est vraiment des indicateurs que tu es à la bonne place et que finalement, ben, ta pin se retrouve à la bonne place. Donc, voilà les 5 erreurs que je voulais te partager aujourd'hui par rapport au positionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réajuster? Donc, je t'ai donné comme 5 pistes pour réajuster et t'assurer que tu ne commets plus ces 5 erreurs. Donc, si je fais un petit récap rapide de ces 5 erreurs-là, ben, la première, faire tout pour tout le monde, hein? Penser qu'on peut aider tout le monde. 2, copier le positionnement des autres ou imiter un positionnement. 3, avoir un message qui est trop flou, trop complexe. 4, des alignements avec tes valeurs. Et 5, un positionnement qui est figé. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est clairement que ton positionnement, c'est pas quelque chose de figé dans le béton, c'est vivant comme toi. Tu as le droit de t'ajuster. En fait, il faut t'ajuster, j'ai envie de te dire, de te réaffirmer. Tu as le droit de recommencer si tu n'es pas satisfaite, si c'est pas clair. L'important, c'est juste de rester fidèle à qui tu veux et pas à qui tu veux, mais à qui tu es et qui tu veux servir. Donc, j'ai envie que peut-être tu viennes me partager, si tu en ressens le besoin, si tu en ressens l'envie,
tu viens de me partager, en fait, quelle est, toi, ta prise de conscience après avoir écouté cet épisode-là? Est-ce que tu te rends compte que tu as fait certaines erreurs dans le passé? Est-ce qu'il y a même une erreur que tu penses que tu es en train de tomber dedans, un petit piège? Donc, je serais curieuse vraiment de lire ton expérience là-dessus. Et je serais aussi très curieuse de savoir, c'est quoi ton elevator pitch? C'est quoi ta phrase de positionnement? Si tu as envie de me la partager, ça va me faire plaisir de te donner mon input pour toi. Donc, voilà, j'espère que c'est un épisode qui t'a aidé, qui t'a amené à réfléchir plus en profondeur, à comprendre finalement comment parler aux bonnes personnes et comment être finalement sur la bonne pin, sur la bonne map, à la bonne place finalement. Donc, j'espère que c'est un épisode que tu as aimé. Je t'invite, comme à l'habitude, à m'envoyer une story dans laquelle tu écoutes le podcast. J'aime tellement ça, savoir quand vous écoutez 180 degrés. Des fois, il y en a qui sont en faisant leur vaisselle. Des fois, c'est dans l'auto. Des fois, c'est en marchant. Je pense aussi à ma cliente Vicky qui m'écoute en faisant des modifs de ses photos, de l'édition de photos, pardon. Donc, n'hésite pas, tu peux m'envoyer ça, tu peux me taguer dans une story, ça me fait énormément plaisir de te repartager à mon tour. Alors sur ce, je te souhaite une belle semaine et à très bientôt. Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles, ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.